Bienvenue sur la chaîne Conversation inspirante. Ici, nous plongeons dans les trésors littéraires pour explorer des idées puissantes et profondes. Que vous soyez un amateur de littérature ou simplement curieux, rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et partons ensemble dans ce voyage au cœur des mots et des pensées les plus inspirantes. Merci de nous rejoindre dans notre communauté et bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ces grandes forces qui ont, petit à petit, unifié l'humanité. Oui, on va se pencher sur 3 éléments clés qui ressortent souvent. L'argent, les empires et puis ce couple science-capitalisme. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment tout ça s'est mis en place, comment ça a connecté les gens, parfois pour le meilleur. Et parfois pour le pire, effectivement. Ça nous amène à nous poser des questions assez fondamentales sur qui nous sommes devenus. Commençons par l'argent. Ce qui est étonnant, c'est sa capacité à créer du lien là où la religion ou la politique divisent souvent. Des coquillages, des pièces, aujourd'hui des chiffres. Comment ça marche? C'est là qu'intervient cette notion de réalité intersubjective. C'est assez fascinant. L'argent en soi, il n'a pas de valeur réelle, intrinsèque. Pas comme l'eau ou la nourriture, quoi. Exactement. Sa valeur, elle vient juste du fait que des milliards de personnes qui ne se connaissent pas décident ensemble d'y croire. C'est une sorte de fiction collective. Une fiction basée sur la confiance, à une échelle immense. Tout à fait. Et c'est ça qui permet des échanges incroyablement complexes. Une coopération entre des gens qui ne se verront jamais. D'accord. Une fiction plus forte que beaucoup d'idéologies, donc. Alors, après l'argent, qui connecte via les marchés, il y a les empires. Ça, c'est souvent plus brutal, non? Oui, la conquête est souvent le point de départ, c'est vrai. Mais les empires ont aussi unifié d'immenses territoires, des peuples très divers, sous une même loi, une même administration, parfois une même langue. Pensez à Rome ou à la Chine impériale. Ils imposaient une culture, en quelque sorte. Il l'a diffusée, souvent en la présentant comme supérieure ou civilisatrice. Et ce qui est intéressant, c'est que cet héritage, il reste. Même quand l'empire s'effondre, la culture, les structures mentales persistent. Ce qui fait qu'on est tous un peu les héritiers de ça. En quelque sorte, oui. L'idée de retrouver une pureté culturelle d'avant l'Empire devient très compliquée, voire impossible. C'est un héritage complexe. Bon, avançons encore. Vers 1500, la révolution scientifique. Qu'est-ce qui change radicalement à ce moment-là? Le point de départ, c'est vraiment la clé, l'aveu d'ignorance. Ignoramus. Nous ne savons pas. C'est fondamentalement différent des systèmes de savoir précédents qui, eux, avaient souvent réponse à tout. Ah oui? Oui, la science moderne, elle dit « on ne sait pas, mais on va chercher ». Elle utilise l'observation, l'expérimentation, les maths. Et elle cherche un savoir utile, c'est ça. Le fameux savoir ses pouvoirs de Bacon. Exactement. Le test ultime d'une théorie scientifique, c'est son efficacité. Est-ce qu'elle permet de faire de nouvelles choses, de développer de nouvelles technologies? C'est ça qui compte. Et cette recherche de pouvoir, de savoir utile, elle n'est pas restée isolée, j'imagine. Pas du tout. C'est là qu'intervient l'alliance, le mariage même, entre la science, les empires et ensuite le capitalisme. La recherche scientifique, ça coûte cher. Il faut de l'argent. Voilà. Et les empires européens, en pleine expansion, avaient besoin d'avantages concrets. Mieux naviguer, trouver des ressources, améliorer l'armement, la santé des troupes. Comme l'histoire du scorbut et des voyages de Cook. C'est un exemple parfait. Résoudre le scorbut, ce n'était pas juste une question de santé, c'était un avantage stratégique majeur pour l'Empire britannique. Ça permettait des voyages plus longs, plus loin. Donc la science est de l'Empire, et l'Empire finance la science. C'est ça. Et puis le capitalisme arrive et met le turbo, si on veut. Avec sa logique de croissance continue, sa foi dans l'avenir, le crédit, il va injecter des sommes énormes dans la recherche et le développement. Créant une sorte de boucle. Exactement. Les profits financent la recherche crée de nouvelles technologies qui génèrent plus de profits, qui sont réinvestis, et ainsi de suite. Une dynamique incroyablement puissante. Avec des conséquences énormes. L'industrialisation, la transformation complète de nos sociétés. Les textes parlent même de mécanisation du vivant. L'exemple des animaux traités comme des machines, c'est... C'est assez frappant, oui. Ça soulève d'énormes questions éthiques, évidemment, mais il y a aussi des aspects moins intuitifs. Comme la blesse de la violence? Ça paraît paradoxal. Oui, c'est un des grands paradoxes. Malgré les guerres mondiales, statistiquement, un individu aujourd'hui a beaucoup moins de chances de mourir de violences humaines que dans la plupart des sociétés passées. Comment on explique ça?
C'est complexe, mais en gros, la montée de l'État et du marché a supplanté les structures traditionnelles comme la famille élargie ou la communauté locale. Ces nouvelles structures encadrent plus nos vies, monopolisent la violence légitime et réduisent les conflits locaux. Mais elles nous rendent aussi plus dépendantes de l'État et du marché. Tout à fait. C'est le revers de la médaille. Et tout ça nous amène où finalement? On parle d'un pouvoir scientifique qui devient presque escient, vertigineux. Les interfaces homme-machine, les cyborgs. Voire créer de l'intelligence artificielle, des formes de vie non organiques. C'est dans le domaine du possible. Les sources évoquent ce qu'elles appellent le projet Gilgamesh, La quête d'immortalité. ou plutôt d'immortalité. Ne plus mourir de vieillesse ou de maladie. C'est peut-être un des grands moteurs cachés derrière beaucoup de recherches actuelles. Donc, pour résumer, l'argent a créé la confiance universelle, les empires ont mélangé les peuples par la force, et l'administration. Et l'alliance science-capitalisme nous a donné une puissance incroyable sur la nature et sur nous-mêmes. Une puissance quasi divine, comme le disent les textes. Et c'est là que ça devient vraiment profond. Si on peut modifier nos corps, nos cerveaux, peut-être même nos désirs. Alors, la question change. Oui, la question n'est plus seulement qu'est-ce qu'on veut devenir, mais une question beaucoup plus troublante. Qu'est-ce qu'on veut vouloir? Qu'est-ce qu'on veut vouloir? C'est une sacrée question pour terminer. Une question à méditer, oui, héritée de toute cette longue histoire qu'on vient de déflorer.